Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur, ici Thibaut, et encore une fois je suis tout seul, mais plus pour très longtemps, vu le deck qu'on va aborder aujourd'hui, le deck de Tous Phyrexian, Éveil de la Rébellion. Autant dire qu'il va y avoir un peu de monde en effet. Mais avant tout, la phase de pub. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous le rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces lives Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. On est donc ici pour notre seconde analyse de deck sur les decks de Tous Phyrexian, seconde et dernière, puisqu'il n'y a que 2 decks pour cette édition. Le deck Éveil de la Rébellion, qui est un deck Boros, donc blanc-rouge. Et, ma foi, j'ai pas envie de dire qu'il renouvelle spécialement ce que fait Boros, mais qu'il l'oriente dans une direction qu'on n'avait pas vue depuis un petit moment, et ça fait plaisir de le voir à nouveau, c'est-à-dire la direction un petit peu jeton, et avec un petit peu d'équipement, parce que on est en Boros, et que ces dernières années, il y a des équipements partout, voilà, donc il faut rentabiliser sur le capital acquis de ces dernières années, avec les commandants, avec les grosses cartes, etc., qui sont intéressantes pour la combinaison de couleurs, donc équipement. Mais bon, ça va, il n'y en a pas beaucoup en comparaison avec le plan de jeu principal. Je tiens à rappeler que dans un premier temps, on va aborder les commandants du deck, que ce soit les nouveaux commandants et les commandants réédités, parce que oui, il y en a dans celui-ci. On va ensuite aborder les nouvelles cartes, et après une petite sélection de cartes fort sympathiques dans le deck. Et il y avait beaucoup de choses à dire, pour tout vous avouer, donc ça va être assez costaud. Bref, on va commencer par le commandant principal de ce deck, Éveil de la Rébellion, c'est Neyali, avant-garde des soleils, une créature légendaire humain et rebelle 3-3 pour 4 dont un blanc et un rouge. Les jetons attaquants que vous contrôlez ont la double initiative. À chaque fois qu'au moins un jeton que vous contrôlez attaque un joueur, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Pendant chaque tour où vous avez attaqué avec au moins un jeton, vous pouvez jouer cette carte. Oui, complètement oui. On est sur un commandant qui est très sympa, en plus qui remet en valeur, via sa deuxième capacité, le fait d'avoir de l'impulse draw, c'est-à-dire le fait d'exiler une carte depuis le dessus de votre bibliothèque que vous allez pouvoir jouer durant un temps donné. Et encore, celui-ci, il est relativement long, puisque Neyali, en fait, autorise à jouer la carte à partir du moment où un jeton a attaqué, et vu comment c'est écrit actuellement sur la carte, il n'est pas nécessaire que Neyali soit sur le champ de bataille au moment où vous voulez jouer la carte. La condition est liée au fait que la carte a été exilée par Neyali. À partir du moment où elle est exilée, elle a la condition en plus, elle peut être jouée à partir du moment où vous avez attaqué avec un jeton ce tour-ci. C'est génial! On est sur une très bonne carte en fait. La double initiative aux jetons attaquants, ça évite que ça soit trop cassé en leur donnant tout simplement la double initiative. Voilà, ça fonctionne très bien, c'est un plan de jeu agressif qui correspond très bien à la couleur Boros. Le coup de mana est tout à fait bien, voilà, pour 4 mana c'est parfait. Ça laisse le temps d'établir quelques jetons, de créer quelques jetons avant le tour où vous allez pouvoir jouer Neyali, et éventuellement d'en jouer des plus gros par la suite. Le seul petit hic, c'est que comme on parle de double initiative, généralement on aime bien avec la double initiative avoir des forces qui sont relativement élevées. Bah oui, le but c'est de mettre un maximum de patates. C'est vrai que double initiative sur une 1-1, c'est un peu léger. Et c'est un peu le souci, c'est que on est en blanc-rouge, il y a un commandant qui a, on va dire, popularisé le fait de jouer des gros jetons, c'est Gired, donc de Commander 2019, oui, je ne me trompe pas. Et lui, du coup, rajoutait le vert qui était assez important justement pour créer des plus gros jetons. Ici, on l'a pas. Donc il va falloir chercher éventuellement, si vous voulez construire Neyali de A à Z, voilà, de ne pas vous occuper du préconstruit, ça va être, est-ce que je peux avoir des jetons qui sont au-delà d'une simple 1-1 ? Après, c'est vrai qu'une 2-2, c'est déjà pas mal, 2-2 double initiative, mais à partir de 3-3, là, on commence vraiment à être sur du bon matos, quoi. Donc, ça peut fonctionner plutôt pas mal. Et c'est aussi pour ça qu'on a une mécanique équipement dans ce deck, en fait, c'est que avec la double initiative, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de booster, en fait, nos créatures. Parce que si on les booste, en fait, c'est-à-dire qu'elles ont une force plus importante, et ça veut dire que derrière, la double initiative, elle sera d'autant plus impactante. Et c'est ça qui est intéressant. Le commandant est très bien.
La deuxième capacité, en fait, c'est une capacité qui est ultra value et qui fonctionne très bien en plus avec les plans de jeu très agressifs comme celui-ci. C'est-à-dire, on agresse, mais derrière, on a besoin de récupérer de la pioche, en fait, d'une manière ou d'une autre. Et du coup, bah, avoir Nayali qui nous permet d'avoir cet Impulse Draw en plus, bah, ça fonctionne très bien. Donc, un commandant qui est très intéressant, très bien équilibré et très efficace en fait dans la stratégie qu'il veut mettre en place, ultra cohérent. Par contre, c'est vrai que ça va être très jeton, puisque vous l'avez vu, les deux capacités jouent avec les jetons. Donc là, on est vraiment sur un commandant qui va vraiment dans une bonne direction, après à voir ce que vous pouvez faire avec ces jetons plus particulièrement. On continue avec le second commandant, Otari, Gloire des Soleils, une créature légendaire Phoenix 3-3 pour 5, dont un rouge et un blanc. Il a le vol, le lien de vie et la célérité, et à chaque fois qu'il attaque, vous gagnez un marqueur expérience. Puis créez un jeton de créature 2-2 rouge rebelle, engagé et attaquant, pour chaque marqueur expérience que vous avez. Et pour 4, dont un rouge et un blanc, engagez un rebelle dégagé que vous contrôlez, renvoyez sur le champ de bataille, engagez Otari depuis votre cimetière. Ok, on est sur un commandant Phoenix, voilà. On avait eu un commandant Phoenix noir-rouge, ici on en a un blanc-rouge, c'est assez marrant. Donc je vous avoue que c'est assez particulier parce que c'est pas forcément un commandant Phoenix qui veut jouer Tribal Phoenix. Il a cette capacité de récursion depuis le cimetière, qui est plutôt sympa et qui fonctionne plutôt bien avec sa première capacité, qui va probablement être utilisée, j'ai envie de dire, relativement régulièrement, donc c'est possible que vous payiez une fois pour 5 Otari et qu'après ce sera pour 4, hop, j'utilise un rebelle et il n'y a pas de problème. Après, il faut évidemment avoir des rebelles, et les rebelles, bah, c'est un type de jeton qui est beaucoup fait dans l'édition, tous Phyrexian, et également qu'on avait déjà eu auparavant, mais avec des cartes de peut-être un peu moins bonne qualité, pour certaines. Donc voilà, ça date quand même de Masque de Mercadia, donc ça date pas mal, voilà. Ouais. Autant vous dire que là, on est sur quelque chose d'assez intriguant, j'ai envie de dire. On a un retour des marqueurs d'expérience, alors le seul commandant qui s'intègre du coup dans cette couleur-là, ces deux couleurs-là spécifiquement, c'est Kalemne, qui joue plutôt sur les grosses créatures, donc du coup c'est pas forcément très synergique. Après, à voir si vous voulez bidouiller un truc en ayant les deux commandants dans le deck, hein, je suis pas sûr que ce soit réellement pertinent. Après, évidemment, on peut jouer sur la prolifération pour avoir gagné plus de marqueurs, expérience, tout ça. En blanc-rouge, c'est faisable, c'est pas les meilleures couleurs pour le faire, je suis d'accord, mais il y a une possibilité de le faire. Derrière, en fait, Otari, c'est surtout que c'est un commandant qui va se mettre en avant beaucoup, puisque sa capacité se déclenche à l'attaque. Alors, on est en blanc-rouge, donc du coup, je pense, éventuellement, pourquoi pas, faire des phases de combat supplémentaires, ça paraît plutôt pertinent dans le deck. Donc si vous voulez jouer Otari en tant que commandant, en effet, ça sera plutôt que là-dessus que vous allez jouer. Derrière, bah en fait, je sais pas, le commandant me semble un petit peu... J'ai pas envie de dire... peu ambitieux, mais quand même. On est sur un commandant, en fait, qui va juste créer des jetons. Alors il peut le faire évidemment dès le tour où il arrive en jeu, grâce à la sérénité, c'est bien, etc. Ces jetons vont être utiles pour le renvoyer sur le champ de bataille si jamais il lui arrive une connerie, bien sûr, pas de problème. Mais ça demande une mise en place. Après, ce qui est bien, c'est que sur le long terme dans la partie, en fait, eh bien Otari, étant donné que les marqueurs d'expérience, c'est vous qui les avez, c'est pas Otari qui les garde, eh bien, à moins que quelqu'un puisse vous les retirer, ce qui est relativement complexe, on va pas se mentir, eh ben, vous allez augmenter systématiquement, chaque fois que vous allez attaquer, le nombre de rebelles que vous allez faire. Du coup, c'est un deck très aggro, beaucoup plus, j'ai presque envie de dire plus agressif que Nayali, mais en fait, ben, il va juste attaquer comme un gros bourrin, et à chaque fois, ça va être de plus en plus impactant. Alors du coup, si vous arrivez à proliférer sur vos marqueurs expérience, si vous arrivez à faire en sorte, par exemple, de doubler le nombre de jetons que vous faites, voilà, procession consécratrice, hein, voilà, ça marche très bien, eh bien, ça paraît plutôt efficace, et surtout, ben, si vous arrivez à faire en sorte éventuellement d'avoir des phases de combat supplémentaires, ça va être je crée les jetons, puis je crée plus de jetons, et on enchaîne et on snowball en fait. Plus on va aller dans la phase d'attaque avec Otari, plus ça va être efficace. Donc autant dire que c'est un commandant qui... Voilà, il est très direct dans où est-ce qu'il veut aller, mais il y a moyen d'en tirer quelque chose. Après, moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est son coup de mana, qui est justifié bien évidemment par ses capacités, mais du coup, ça fait également que, bon, il faut arriver aux 5 mana, donc peut-être des réducteurs de coups, des petits cailloux qui seront importants à avoir, puisque là, Otari, il fait un peu tout le job au niveau de la création de jetons. Passons maintenant aux commandants qui sont réédités dans ce deck, parce qu'il y en a 3 exactement. On a Prava de la Légion d'Acier, par exemple, un très bon boost pour les decks, enfin pour les jetons en général, donc ça fait plaisir, et en plus un petit mana sync pour en faire en plus.
C'est un commandant en plus qui se cumule bien avec Neyali, puisque double initiative avec un petit +1 pendant votre tour, c'est nickel, donc ça veut dire qu'on arrive à les booster, donc du coup à rendre la double initiative encore plus efficace avec Prava. On a Adriana, capitaine de la garde, très bonne carte, étant donné qu'on joue avec des jetons, avec plein de jetons, c'est super. Ça va avoir tendance à bourrer et à augmenter encore plus la force de toutes les créatures. Alors du coup ça fonctionne plutôt mal avec notre commandant secondaire Otari, puisque Adriana, en fait, la capacité de la mêlée se déclenche au moment de la déclaration en tant qu'attaquant des créatures. Donc voilà, ça marche plutôt pas très bien avec Otari. Par contre, avec Neyali, c'est très efficace, d'initiative, tout ça, on en a parlé. On a ensuite Jorkadin, et oui, le petit dernier, un commandant que j'apprécie beaucoup personnellement, que je trouve assez original et plutôt pas mal bourrin. Ici, étant donné qu'on a pas mal d'équipements déjà présents dans le deck, en plus des quelques cailloux et autres artefacts utilitaires, c'est vrai que Jorkadin, il a complètement sa place. On se dit, oui, le +3/+0, il est très efficace. Il fonctionne super bien avec les deux commandants, mais alors, par contre, Neyali, c'est vrai que double initiative sur tes jetons avec un +3/+0, ça veut dire littéralement, une 1-1, ça devient une 4-1. 4-1 double init, ça fait 8 dégâts. Donc, ok, ça fonctionne très bien. Après, attention, si jamais vous voulez modifier le deck, ou alors que vous voulez partir avec Neyali de base, faites attention, Jorkadin, il lui faut quand même pas mal d'artefacts en fait dans le deck. Pourquoi pas des créations de créatures artefacts, parce que là, du coup, ça rend la synergie entre Neyali et Jorkadin ultra cohérente, mais il faut faire attention. Si vous commencez à retirer par exemple la partie équipement du deck, Jorkadin, il est un peu moins pertinent. Passons maintenant aux autres nouvelles cartes du deck, il en reste 8 à aborder qui ne sont pas commandants. Eh bien, on va commencer avec les cartes blanches, notamment la dissimulation astucieuse, un éphémère qui coûte 4 dons de blanc et qui a la convocation. En gros, vous pouvez engager des créatures dégagées que vous contrôlez pour payer un mana générique ou un mana de la couleur de la créature en question. N'importe quel nombre de permanents non terrain ciblés que vous contrôlez passe hors phase, donc du coup, on les traite comme s'ils n'existaient plus jusqu'au début de votre prochain tour. Voilà. Ouais, on est sur une excellente carte. Je vais vous avouer, je vais pas dire qu'on est sur une protection de Teferi, parce que protection de Teferi n'a aucun challenger, voilà, ça c'est sûr. Par contre, en termes de protection de board, on est vraiment sur une excellente carte qui protège tous les types de permanents non terrain, donc ça c'est relativement rare quand même pour le signaler, parce que, malheureusement, des fois c'est souvent que les créatures, sauf que malheureusement, enchantement et artefacts, et parfois même les Planeswalkers, ça fait plaisir justement de pouvoir les protéger aussi. Du coup, ce qui fait pour moi que Dissimulation Astucieuse, elle peut se jouer dans plein de types de decks. Dans ce deck-ci, évidemment, elle est géniale, parce qu'avec la convocation et les jetons, c'est une très bonne synergie qui existe depuis, qu'on a mis les pieds sur Ravnica la première fois, voilà, vous le saurez. Dissimulation Astucieuse, elle fonctionne très bien pour les decks avec beaucoup de créatures, pour les decks avec beaucoup d'artefacts, beaucoup d'enchantements, les decks Planeswalker, pourquoi pas. Amusez-vous, parce que franchement, à partir du moment où vous avez beaucoup de permanents, c'est une très bonne carte en fait, qui protège super bien votre board. Donc bon, GG, bravo, très bien, très bonne carte. On continue avec un équipement, la lentille de lueur, un équipement qui coûte 2 dont 1 blanc, et qui est un équipement de 2 dont 1 blanc, et qui a la capacité pour Miraudin, qui vient de l'extension Tous Erection. En gros, quand cet équipement arrive sur le champ de bataille, vous créez un jeton 2/2 rouge rebelle, et vous lui attachez ensuite cet équipement. C'est un petit peu comme pour ceux qui l'avaient vu, les armes vivantes à l'époque de la nouvelle Phyrexian. Et la lentille de lueur dit également, à chaque fois que la créature équipée et au moins une autre créature attaque, piochez une carte. Ma foi, moi je suis plutôt satisfait. Voilà, la capacité pour Miraudin fait qu'on a tout de suite un body qui est créé, donc il faut compter que lentille de lueur, en fait c'est aussi une création de jetons. Voilà, même si c'est un équipement automatique, on s'en fout, ça fait plaisir. Derrière, ce qu'on voit surtout, c'est que, étant donné qu'on a l'objectif de vouloir absolument attaquer avec plusieurs créatures, lentille de lueur, elle fonctionne très bien en fait. C'est juste, pioche, nickel. Parce qu'on a attaqué avec la créature équipée et une autre créature. Donc, on peut jouer avec ça, on peut jouer du coup avec Otari, notre commandant secondaire, ça fonctionne plutôt pas mal, puisque lui-même va créer, va attaquer, donc du coup avec le jeton déjà créé par lentille de lueur, bam, ça fait piocher, etc. Otari en crée un nouveau éventuellement, si jamais celui qui est équipé vient à être bloqué, à mourir, ça fonctionne plutôt pas mal. De manière générale, je pense que dans les jeux qui ont
tendance à avoir un petit peu de board et à vouloir attaquer avec plusieurs créatures, Lentille de Lueur, ça sera une bonne carte en fait, c'est une bonne carte de pioche. Ça fonctionne, tout simplement. C'est pas exceptionnel, mais c'est bien. On continue avec un autre équipement, la bannière de Kemba, un équipement qui coûte 4 dont 1 blanc et qui s'équipe pour 3 dont 1 blanc, qui a aussi la capacité pour Miraudin. Et ensuite derrière, la créature équipée gagne +1/+1 pour chaque créature que vous contrôlez. Là on est typiquement sur un équipement qui fonctionne très bien avec Neyali, notre commandante principale, puisque comme je vous l'ai dit, double initiative, donc du coup, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut booster éventuellement les créatures qu'on a en jeu, parce que voilà, +1/+1 pour chaque créature que vous contrôlez. Si vous contrôlez ne serait-ce que 2 créatures, ça fait déjà un +2/+2. Si vous en contrôlez 4, +4/+4, plus derrière la double initiative de Neyali, ça commence à être assez efficace en fait. Dans un jeu jeton, c'est super adapté, et du coup, j'ai envie de dire, c'est la principale raison d'exister de cette carte-là, c'est-à-dire dans un jeu jeton, ça fonctionne super bien. Et le fait qu'on ait la capacité pour Miraudin, donc du coup qu'elle soit équipée automatiquement à un jeton qui est créé, ça rend la carte d'autant plus efficace. Parce que si on avait dû payer 4, puis 3 pour l'équiper à quelque chose, sans avoir d'équipement automatique, là le coût d'équipement plus de lancement aurait été un petit peu trop élevé pour être réellement pertinent. Là, pour 4, on a notre body qui est équipé automatiquement. Et c'est une 2/2 de base. Donc ça fonctionne très bien avec notre commandant. Et ça fonctionnera très bien, même j'ai envie de dire de manière générale, dans les jeux qui veulent avoir beaucoup de créatures. Les jeux jetons, ou les jeux, Winnie en général. Donc, bien, très bien. Il n'y a pas de capacité d'évasion, mais voilà, c'est bien. On continue encore avec un autre artefact. Cette fois-ci, pas un équipement, c'est le bâton du compteur qui coûte 2 dont 1 blanc. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous créez un jeton d'esprit 1/1 avec le vol. A chaque fois que vous créez au moins un jeton de créature, mettez un marqueur histoire sur le bâton du compteur. Et pour 1 blanc, en engageant et en retirant un marqueur histoire du bâton du compteur, piochez une carte. Ça me rappelle une autre carte de pioche liée au jeton, qui est dans le deck, je vous l'annonce tout de suite. Donc, c'est pas mal. En fait, l'avantage c'est que le bâton du compteur apporte lui-même déjà un body, donc du coup si vous avez 3 mana en fait, vous pouvez très simplement lancer le bâton du compteur, il fait un esprit, vous payez un, vous l'engagez, vous piochez une carte. C'est pas mal. J'ai envie de dire pour 3 mana, créer un jeton qu'elle vole, plus derrière, piocher une carte. Moi j'avoue que ça fonctionne plutôt bien. Ce qui est bien ici, en fait, contrairement à l'autre carte que je vais évoquer un petit peu plus tard, beaucoup plus tard, eh bien, le bâton du compteur ici stocke en gros le nombre de jetons qu'il a vu créer. Donc vous créez un jeton à chaque tour par exemple, ou vous avez plusieurs occurrences qui créent des jetons dans le tour, d'accord, vous en créez 3 dans le même tour, de manière séparée, hein, attention, c'est chaque fois que vous créez au moins un jeton de créature, donc du coup, faut 3 effets différents qui vont les créer. Eh bien, vous stockez en fait ce nombre de jetons qui ont été créés, et derrière vous allez pouvoir les retirer plus tard éventuellement quand vous n'en créez pas. Ça c'est bien, c'est une bonne chose en fait. Du coup le bâton du compteur c'est une bonne carte en fait, c'est un bon complément à la fameuse idole de l'oubli qu'on évoquera un petit peu plus tard. On continue avec le rouge maintenant, et un rituel qui s'appelle le pari des gardes dorés, qui coûte 8 mana dont 2 rouges. Affinité pour les équipements, c'est-à-dire qu'il coûte 1 mana générique de moins à lancer pour chaque équipement que vous contrôlez. Créez 5 jetons de créatures 2/2 rouges rebelles, ils acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Pour chacun de ces jetons, vous pouvez lui attacher un équipement que vous contrôlez. Alors là, du coup, on commence à partir un petit peu dans la direction... Ah oui, on va jouer équipement parce qu'on est Boros, tout ça. On va faire une synergie jeton-équipement. Mais de rien, qui n'est pas forcément super pertinente dans le pack, je vais vous le dire tout de suite. Il y a des équipements efficaces, mais en fait, la création de jetons, elle est plus importante que le fait d'avoir des équipements disponibles dans le deck. Et c'est tout à fait normal, voilà, c'est plus cohérent comme ça. Donc, le pari des gardes dorés, j'avoue que ça paraît être une bonne carte si vous jouez un jeu vraiment équipement, mais là, dans un jeu essentiellement axé autour des jetons à cause du commandant principal, je vous avoue que c'est pas si top que ça. Par contre, dans un jeu équipement, c'est pas mal du tout, parce que plus vous avez d'équipement, moins le sort coûte cher, et derrière, vous allez pouvoir, en fait, les équiper automatiquement, donc c'est génial. Autant vous dire que, ouais, il y a moyen d'en faire quelque chose, mais dans ce deck, c'est peut-être pas la carte la plus pertinente du deck. On continue justement avec un équipement en rouge, Brise-Mur d'Hexaplaque, qui coûte 5 dont 2 rouges. Il a un équipement pour 4, dont 1 rouge. Et pour Miraudin, encore une fois, la créature équipée gagne +2/+2. À chaque fois que la créature équipée attaque, si c'est la première phase de combat du tour, dégagez chaque créature attaquante. Cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Ok. Ça c'est fort par contre.
parce que du coup on est en train de parler quand même d'une carte, d'un équipement qui va déjà créer automatiquement et s'équiper automatiquement à une créature, ça en fera une 4-4 du coup, pour notre petit rebelle, qui n'est plus si petit maintenant, donc ça c'est déjà pas mal du tout, et surtout on a cette capacité derrière, juste de dire, ok, je vais donner une phase de combat supplémentaire, une fois par tour, certes, mais une phase de combat supplémentaire qui est plutôt efficace. Et du coup, j'en parlais tout à l'heure en parlant d'Otari, c'est bizarre, mais du coup ça fonctionne très bien avec ce commandant secondaire là, alors que lui n'est pas forcément dans une logique équipement, mais du coup ça fonctionne très bien avec lui, donc ça fonctionne très bien avec Otari, et ça fonctionne évidemment très bien avec Neyali, puisque phase de combat supplémentaire, ça veut dire également que, du coup la deuxième capacité de Neyali va se déclencher une fois de plus durant la phase de combat supplémentaire, également que comme on a boosté notre rebelle, une 4-4 double initiative, c'est plutôt pas mal, et les adversaires vont avoir un peu plus de mal à la bloquer et à la détruire. Donc, autant dire que c'est une très bonne carte en fait avec les deux commandants. Et de manière générale, j'ai envie de dire, si vous jouez justement un petit peu autour des équipements, un peu autour des phases de combat supplémentaires, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, bonne carte. Très bonne carte. Continuons avec un enchantement cette fois-ci, le rugissement de résistance, qui coûte 2 dont 1 rouge. Les jetons de créatures que vous contrôlez ont la célérité. À chaque fois qu'au moins une créature attaque, vous pouvez payer 1 et 1 rouge. Si vous faites ainsi, les créatures qui attaquent vos adversaires et ou les planeswalkers qu'ils contrôlent gagnent +2/+0 jusqu'à la fin du tour. J'adore. Il y a beaucoup de choses ici, c'est ultra riche parce que d'un côté on a ce truc très efficace de donner la célérité aux jetons. Super. Franchement, génial. Là, il n'y a rien à dire, parce que vraiment, on est sur une capacité qu'on veut avoir, en effet, dans un deck jetons qui crée rapidement de grosses quantités de jetons. Donc, agressif, c'est parfait. Voilà, il n'y a rien à dire. Et derrière, on a cette capacité qui est une capacité, j'ai envie de dire, presque politique, puisque on n'a jamais dit que c'était vos créatures qui devaient attaquer. Donc, à chaque fois qu'il y a une phase d'attaque, en fait, vous pouvez payer 2 pour booster les créatures qui attaquent vos adversaires. Donc ça peut devenir ultra politique, et il y a des decks dans lesquels ça va fonctionner très bien. Par exemple, je pense à tous les decks comme Cardur, Marizi, comment il s'appelle encore j'ai oublié le nom de... Firkrag, voilà, le nom du dragon de Commander Legends 2. Ce sont des commandants qui ont un truc en commun, en fait, c'est qu'ils vont inciter les créatures à aller attaquer ailleurs. On est en rouge, donc du coup, ça correspond très bien avec eux. Et c'est justement là que c'est intéressant, parce que vous allez pouvoir, éventuellement, faire en sorte que les adversaires se mettent des plus grosses patates que ce qui était prévu à la base. Donc voilà, en boostant, avec juste ces 2 petits manas à dépenser à chaque fois, ça fonctionne très bien. Du coup, Rugissement de Résistance c'est une excellente carte en fait, en général. D'un côté pour les jeux jetons, et d'un côté pour les jeux un petit peu plus politiques, incitation. Dont du coup, double utilité, et en plus, l'un n'exclut pas l'autre. Puisque peut-être que dans les decks incitation, vous allez jouer plus de jetons, peut-être que dans les decks, du coup, vous jouez jetons, vous allez être content de pouvoir les booster de manière conséquente juste pour 2 mana. Donc, waouh. Très bonne carte, et pour pas cher en plus. Concluons maintenant les nouvelles cartes avec une dernière carte rouge, l'usine Vulchoc, qui est un artefact qui coûte 3 dont 1 rouge. Vous l'engagez pour créer un mana rouge, et derrière vous mettez un marqueur charge sur l'usine Vulchoc en plus. Deuxième capacité, pour 3 dont 1 rouge et en l'engageant et en la sacrifiant, vous créez un jeton de créature artefact XX incolore golem avec la célérité, X étant le nombre de marqueurs charge sur l'usine Vulchoc, n'activé que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Donc, ici on se retrouve face à un caillou à 3 qui fait du mana coloré. Voilà, d'une seule couleur, ok. Est-ce que c'est si fort? Oui, en fait, c'est intéressant. C'est intéressant, mais dans certains types de jeux en particulier, puisque on a déjà eu... alors, j'ai oublié le nom de cette carte qui permettait de cumuler des marqueurs charge également, qui était aussi un artefact rouge d'ailleurs, pour le même coup, qui est aussi un mana rouge, etc. Et en fait, qui est aussi un trésor qui pouvait se sacrifier pour faire beaucoup de mana, avec les marqueurs charge qui étaient cumulés. Autant dire que l'usine Vulchoc, ça rappelle beaucoup cette carte-là. Mais derrière, on a ce petit bonus d'avoir un golem qui peut être créé par le nombre de marqueurs charge derrière, donc ça peut être relativement puissant. Surtout ce qu'il faut, c'est derrière que nos créatures incolores, éventuellement nos golems, gagnent des capacités. Et là, vous vous rappelez peut-être du cycle du coup des créatures de la nouvelle Phyrexia en fait, qui permettait justement de donner, alors elle créait un golem 3/3, et elle donnait des capacités au golem. Donc, autant vous dire que c'est quelque chose qui est envisageable, du coup, si vous voulez monter un deck dans cette stratégie-là. Après, il y a aussi autre chose, tout simplement, c'est que
bah, il faut compter que, techniquement, la deuxième capacité, elle est là pour tirer avantage du fait que vous êtes parfois en fin de game et que vous avez besoin d'une créature supplémentaire, éventuellement une grosse créature. Sachant qu'en plus, il y a la célérité, le golem, donc du coup, vous payez 3 mana et vous sacrifiez ce caillou-là pour récupérer, pourquoi pas, une assez grosse créature qui peut être très intéressante en fait pour votre board au moment, à l'instant T. C'est pas forcément une super giga carte parce que ça demande du temps pour être réellement efficace. Disons que bah, si vous l'engagez 3 fois, ça fait une 3-3. Donc bon, pour du mana, voilà, bon, c'est plutôt pas mal, mais c'est pas non plus gigantesque, quoi. Derrière, éventuellement, si vous proliférez, oui, encore une fois, j'en parle, eh ben c'est vrai que si vous pouvez augmenter le nombre de marqueurs charge dessus, ça peut être plutôt efficace. Après, on est en rouge, c'est pas forcément la meilleure couleur pour proliférer, mais il y a moyen de le faire via quelques effets. Donc, il y a du pour et du contre, ça va plutôt être très précis, je pense, dans l'utilisation, et ici, dans ce deck, bah, c'est assez cohérent, en fait, c'est assez cohérent avec Neyali, où, du coup, t'as moyen quand même de créer un jeton a posteriori, voilà, un peu plus tard dans la game, pourquoi pas. Parlons maintenant un petit peu des rééditions du deck. Alors, évidemment, il y a beaucoup de cartes qui vont créer des jetons, lol, quelle surprise. Je vous avoue que j'ai fait une sélection, j'ai essayé de me restreindre au maximum parce qu'en fait, il y a beaucoup de bonnes cartes dans le deck. Il y en a certaines qui sont bien, simplement, du coup j'en parle pas forcément ici, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment très bien pour le pack en général, et tout ça en restant dans des petites cartes relativement budget, il faut l'avouer. Voilà, on n'est pas non plus sur les très grosses cartes de jetons, mais on est sur de très bonnes cartes de jetons. Voilà. Une petite précision, évidemment, nous ne parlerons pas des cartes de tous directions qui sont présentes dans le deck, parce que, voilà, je veux dire, on va en parler prochainement dans une vidéo d'analyse, donc vous n'avez pas forcément besoin qu'on en reparle une fois de plus ici, quoi. Donc n'hésitez pas à regarder la liste du deck directement si vous souhaitez voir à quoi ressemble le deck dans son intégralité, parce que je ne vais pas tout évoquer ici dans les rééditions. Bref, donc, on va commencer avec la création de jetons, et là je vous ai fait une petite sélection plutôt pas mal. On va parler de Appeler les Capes de Cuivre, Ange d'Emeria et Refuge Felidar. On est sur 3 créateurs de jetons que moi j'apprécie beaucoup, c'est de la grosse création. Voilà, Appeler les Capes de Cuivre, c'est vraiment génial, ça fonctionne très bien, notamment quand on a des adversaires qui ont tendance aussi à jouer avec pas mal de créatures, c'est super efficace. Ange d'Emeria et Refuge Felidar, ils ont un truc en commun, touche terre. Et ça, mine de rien, ça fait une sacrée différence. D'un côté, on a de l'évasion, de l'autre côté, on a un boost général. Le Refuge Felidar est très fort dans ce deck parce que c'est soit vous créez des jetons et du coup vous êtes content en fait de pouvoir en créer parce que vous avez besoin de créer un board, soit vous avez déjà le board et du coup vous allez le booster de manière fulgurante, vraiment. Donc, les deux sont vraiment géniaux dans le deck. On continue avec de la création de jetons, et là, on va parler de création de jetons récurrente. Le patron de guerre de la Légion, l'apprenti loyal et rassembler la Légion, tous les trois, en fait, ils vont vous créer des jetons de manière régulière. 2 à la phase de combat, 1 à l'entretien, et franchement, c'est génial, parce que c'est exactement ce qu'on veut, en fait. On veut qu'il y ait des jetons qui viennent régulièrement, pas que uniquement on lance un sort, et on crée quelques jetons, et puis ensuite, bah, le sort, il part au cimetière, voilà, c'est un éphémère, un rituel. Ces sorts-là, ce ne sont que des one-shots, là, en fait, où bah, ces 3 cartes que je vous propose ici sont des permanents qui vont continuer à faire des jetons en boucle, et du coup, ils vont vous apporter d'autant plus de plus-value, puisque bah, si jamais il se passe quelque chose, voilà, si jamais vos jetons sont bloqués, que voilà, ils sont pingés, etc., peu importe, et ben là, vous aurez la capacité, du coup, d'en créer à nouveau d'autres comme ça. Donc voilà, ils fonctionnent tous les 3 très bien, le Rassembler la Légion est super, il est un peu cher, mais évidemment, étant donné qu'il snowball de plus en plus en disant « Allez, vas-y, on continue, on rajoute », bah oui, en effet, ça peut être super efficace, et honnêtement, ça peut mettre les adversaires à genoux relativement rapidement dans le meilleur des cas. Mais, vous l'aurez remarqué, bah, la plupart des créateurs de jetons que je viens d'évoquer, bah, ils créent des 1-1, ou des 2-2, au mieux. C'est un peu dommage, mais ça reste quand même d'excellents créateurs de jetons. C'est vrai que la double initiative ici ne va pas trop leur profiter. Sauf si vous jouez notamment 2 des cartes suivantes, et je vous ai mis une petite 3e qui paraît est plutôt sympathique avec les jetons. On a Vertu Intangible, Général Fantomatique ou Elspeth Tyrell. Oui, Elspeth Tyrell est réédité ici. Surprise! Donc bon. La Vertu Intangible et le Général Fantomatique sont tous les deux des bons boosts. D'ailleurs, le Général, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas été réédité. Autant vous dire que je pense qu'il y en a beaucoup qui l'avaient oublié.
Donc, là on est sur 2 boosts qui sont très efficaces en fait pour les jetons. Vertu intangible, grand classique, je pense que vous êtes au courant. Le général un petit peu moins, puisque bon, c'est une créature, il coûte un peu plus cher, tout ça. Voilà, donc les bons boosts avec la initiative, ça fonctionne très bien dans le plan de jeu jetons. Derrière, Elspeth Tyrell, elle va nous apporter d'un côté soit de la tempo, soit de la création de jetons, donc on est content. Et surtout, il y a une potentielle Vraz dessus, anti-non-jetons et non-terrain, bien sûr. Donc autant dire que, en fait, c'est ultra utilitaire. Et on a un petit peu le package complet avec Elspeth, même si elle peut être un peu chère, ou qu'on dit oui, mais il y en a d'autres qui sont plus efficaces. Oui, mais celle-ci, elle a beaucoup d'outils qui sont intéressants pour le deck, donc c'est très pertinent. On va parler un petit peu de cartes un peu plus utilitaires, qui sont pas forcément en rapport direct avec les jetons. Il y en a 2 que j'apprécie beaucoup, il y en a une, je m'attendais pas à l'avoir réédité. Manœuvre irréprochable et Charme de Boros, 2 excellentes cartes de protection. Mais alors, Manœuvre irréprochable, surprise générale, parce que bon, c'est l'une des cartes exclusives des decks Commander 2020, l'un des fameux sorts qui peut être lancé gratuitement, et autant vous dire que ce sont des cartes qui sont très recherchées, et généralement également qui ont un prix qui va bien avec, et là, réédité du coup dans un deck, ça fait très plaisir. Et Charme de Boros, il faut avouer que il y a plusieurs capacités sur le Charme de Boros, il y a plusieurs effets différents, mais il y en a une qui est plus intéressante que les autres dans le sens protection, tout ça, voilà. Ça paraît cohérent avec ce que je viens de dire. On a parlé de protection, mais on va aussi parler de destruction, eh oui. Notamment parce que on a 3 cartes dans le deck en termes de Vraz qui sont extrêmement efficaces avec le plan de jeu jeton. On a Heure du Jugement, on a Coup d'état militaire et on a Réaction en chaîne. Alors, Heure du Jugement, je pense que vous voyez à peu près pourquoi c'est synergique avec jeton. Voilà. Coup d'état militaire, on a tout simplement la possibilité de créer des jetons pour faire une race ensuite sur le reste des créatures. Donc en cas de pépin, ça paraît plutôt pas mal. Et réaction en chaîne, alors là c'est peut-être un peu plus surprenant, pourquoi c'est synergique avec jetons? Généralement le moment où vous voulez appuyer sur le bouton rouge et détruire les créatures, évidemment vous avez les quelques Vraz qui ne touchent pas les jetons, ça fait plaisir de les avoir, mais des fois vous en avez pas. Voilà. Réaction en chaîne, l'avantage c'est que du coup elle va tirer avantage du fait que vous avez créé pas mal de jetons. Puisque plus le nombre de créatures est grand, plus le nombre de blessures infligées sera grand également, et du coup ça va permettre de gérer notamment les créatures un peu plus grosses. Et tout ça pour 4 mana. Alors vous allez me dire, oui mais Thibaut, en blanc il y a des trucs qui détruisent toutes les créatures. Oui, en effet, voilà, c'est vrai. Vous pouvez ne pas être d'accord. Mais réaction en chaîne, ça reste quand même une bonne alternative en rouge. Donc bon, une bonne carte également. Et évidemment, j'en avais pas parlé encore, vous m'avez entendu tout à l'heure en parler, Idole de l'oubli est encore réédité dans un deck. J'aime bien parce que là, en fait, c'est quasiment chaque édition de l'année 2022, et maintenant on commence 2023 avec encore une réimpression de Idole de l'oubli. On va pas se mentir, c'est une excellente carte. Alors, pas pour le côté je crée un Eldrazi, non, ça on s'en fout, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la pioche que vous pouvez activer chaque fois que vous avez créé un jeton. Et ça, c'est génial. Donc, oui, en effet, ça fonctionne très bien. Idole de l'oubli, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un staple, un gros classique des decks jetons. Et en plus, Wizard nous le fournit, nous le rebalance régulièrement. Mais bon, ça fait toujours plaisir de le voir. Bon, en dehors de ces rééditions-là, on va pas parler d'autres cartes, mais honnêtement, si vous êtes intéressé par le deck, ou si vous êtes un peu curieux du deck, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à la decklist complète, puisque, honnêtement, le deck, il est très bien. Il est très cohérent, il est très bien monté, il y a pas mal de bonnes cartes dedans que j'ai même pas évoquées ici, parce que sinon, honnêtement, la vidéo aurait duré 20 minutes de plus, quoi. Voilà, donc, soyons honnêtes, il y a pas mal de très bonnes cartes, et c'est super bien construit en fait. Voilà, à croire que Wizard sait bien faire son boulot. C'est dingue. Mon avis sur le deck, c'est un deck qui capitalise énormément en fait sur la création de jetons un petit peu en masse, mais aussi sur leur renforcement. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on se retrouve avec un deck qui est très complet en fait dans son plan de jeu. Avec les 2 commandants principaux, on a vraiment quelque chose qui est... Alors, 2 directions qui vont dans jetons, mais pas forcément exactement de la même manière. On a Nayali qui a un côté plus agressif, peut-être un peu boost, plus que sur la quantité de jetons. Il veut que les créatures soient un petit peu boostées pour que la d'initiative soit plus efficace, mais c'est vrai qu'en avoir beaucoup, ça fonctionne très bien avec aussi, et avec le côté plus-value, qui est tellement bien fait
que c'est génial. De l'autre côté, on a Otari, qui est un commandant beaucoup plus agressif, beaucoup plus bourrin et beaucoup plus snowball, donc plus on va attaquer avec, plus on va avoir un board conséquent, etc. En plus, on a de la récursion qui est possible avec sa capacité, donc il y a quelque chose d'intéressant, mais c'est pas vraiment les mêmes directions exactement. Donc, voilà, à vous de voir lequel peut le plus vous intéresser, mais derrière, le pack, en fait, apporte les différents outils qu'on veut voir, en fait, pour le deck, et que ce soit dans les rééditions ou dans les nouvelles cartes, il y a vraiment d'excellents choix, et qui rendent le tout ultra cohérent, et ultra, j'ai presque envie de dire, stable, et viable dès la sortie du deck, en fait, de sa boîte. Donc, avec quelques améliorations, quelques cartes que vous pouvez avoir à la maison, il y a probablement beaucoup de choses à faire avec ce deck et le rendre beaucoup plus punchy, encore plus punchy, puisque les bons outils sont déjà présents dans le deck et vous pouvez juste apporter de meilleurs outils éventuellement pour compléter tout ça et juste le rendre encore plus bourrin. Mais ça, c'est une histoire pour les 20 in, 20 out, vous le savez. Donc du coup qui arrivera dans les prochains jours, vous aurez le 20 in, 20 out sur ce deck et également sur le deck précédent. Voilà, donc autant vous dire que on vous a réservé de bonnes petites surprises. Bref, si jamais vous avez des avis différents à apporter sur les cartes ou des cartes du deck que vous appréciez tout particulièrement dont vous voulez parler, il y a les commentaires de la vidéo, j'y répondrai à l'occasion, donc voilà, j'ai hâte de vous lire également sur votre avis sur ce deck en général, et éventuellement pour ceux qui verront cette vidéo dans le futur, bonjour gens du futur, eh bien vous pourrez donner votre avis sur comment est-ce que le deck se joue sorti de la boîte, voilà. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve prochainement pour les 20 in, 20 out, bien évidemment, mais aussi pour la suite des analyses de l'extension en elle-même de tous Phyrexian, où on va parler d'un côté des commandants et de l'autre côté des cartes de l'édition. Donc, bah écoutez, à la prochaine. Salut à tous, bye bye.